Et salut à tous! Vous l'attendiez tous. Oui, là, même toi au fond, là, fais pas le timide, je te vois. Alors, après le teaser, je vous présente la vidéo du montage de la configuration à base de cassettes que je vous ai concocté, mais trêve de blabla, et c'est parti! Histoire de se rafraîchir la mémoire, un petit rappel des forces en présence. Une carte mère Gigabyte GA71XE en slot A, donc toute prête à recevoir notre petit athlon, en l'occurrence un cassette à 600 MHz, comme on peut le lire sur la cartouche. Pas le plus rapide de la famille, mais bon, c'est celui que j'ai trouvé, donc banco quoi. Ensuite, un petit ventirad pour processeur en slot A et en slot 1, dans sa boîte d'origine s'il vous plaît. Niveau carte graphique, j'ai décidé d'opter pour une S3 Savage 4 Extreme en AGP, une carte atypique qui correspond à l'époque de la config. Pour la carte réseau, on reste dans le ton, avec une archi-classique carte 3Com, une 3C905C en l'occurrence, capable de causer à 10 ou 100 Mbps par seconde, et ça en fait des bits, hein. C'est vraiment l'archétype de la carte réseau désirable en cette fin de 20e siècle, fiable et chère aussi. Autant dire qu'à l'époque, j'avais une carte Realtek moi, hein, comme tout le monde en fait. J'ai décidé de taper dans du un peu plus ancien pour la carte son, avec une Creative Labs Vibra 16 de 1997. Une Sound Blaster 16 low cost avec quelques fonctionnalités en moins, mais qui va très bien faire le job. Niveau mémoire, on va mettre de la SDRAM PC100 et pour le boîtier, on va tenter le Silverstone Grandia GD08 qui présente l'avantage, en plus d'être classe et relativement versatile, de pouvoir être mis en rack, ce qui m'arrange vu le peu de place dont je dispose. Et la première chose à faire, c'est de s'imprimer la doc de la carte mère. On a tendance à l'oublier, mais à l'époque, on réglait encore un certain nombre de paramètres directement sur cette dernière, et en l'occurrence, on va regarder le paramétrage de la vitesse du processeur. Et nous y voilà. Alors, je check. Les cassettes en slot A ont tous une fréquence de fonctionnement de 100 MHz. On va donc configurer la carte mère pour qu'elle fonctionne à cette vitesse, hein. On verra un petit peu plus tard pour l'overclocking. C'est sur les petits deep switch, cette petite boîtier là avec les petits switches dessus, qu'on voit que ça se joue. Et pour plus de clarté, le paramétrage est aussi répété sur la carte mère. Et ici, tout est bon, alors on a déjà la bonne vitesse, on va pouvoir enchaîner. Alors, ce petit Grandia GD08, franchement sorti de sa boîte, un beau HTPC qui prend bien les marques de doigts, on dirait. Prévu pour recevoir une carte mère en Full ATX, 2 lecteurs 5 pouces 1 quart et 2 disques durs, et surtout capable d'accepter des cartes full frame, pas des petites cartes dites low profile comme souvent dans ce genre de configuration, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je commence par mettre un backplate qui est compatible, même s'il y a un peu trop de trous dedans, mais bon, il va faire le boulot, donc bon, il sera toujours temps de reboucher les trous plus tard. On commence donc à mettre en place la carte mère dans le fond de panier, sans serrer les vis trop fort, car on va positionner la carte tranquillement au fur et à mesure. Voilà, elle est maintenant bien à sa place, on peut donc tout bien serrer. C'est au tour du CPU maintenant. Ça va être l'occasion de voir le système de fixation du ventirad tout neuf que j'ai l'intention de lui adjoindre. On devine que les petits plots en métal au dos du radiateur sont censés aller dans les trous au dos du processeur. Ah ouais, faut trouver le bon emplacement par contre, hein. AMD a été plutôt malin sur ce coup-là. Pour éviter d'obliger les constructeurs à faire des ventirades spécifiques à leur processeur en slot A, ils ont décidé de faire en sorte que l'on puisse aussi monter des ventirades prévus pour des processeurs en slot 1, la concurrence quoi, Intel en d'autres termes. Non parce que c'était pas Cyrix, hein. Alors bon, c'est un peu délicat de trouver le placement, mais c'est encore plus dur de le fixer. Les petites papates en métal vont avoir pour rôle de verrouiller le ventirad sur la cartouche du processeur en se coinçant dans les encoches oblongues que l'on voit ici.
et je vous laisse profiter du spectacle. Et voilà, comme d'habitude, hein, et ça, ceux qui ont l'habitude des ventirades qui fonctionnent sur ce principe-là savent, ça se termine avec des tournevis et d'autres ustensiles qu'on se plante immanquablement dans les doigts. Le système est tellement raide que je suis obligé de le forcer pour qu'il rentre à sa place. Pas de risque qu'il se sauve du coup. Et je précise au passage que j'ai bien appliqué un peu de pâte thermique entre le radiateur et la cartouche, c'est juste pas dans la vidéo. Tiens, pour la rigolade, le support de la cartouche contenant le processeur est le même physiquement, chez Intel et AMD. Sauf que, pour éviter les méprises, j'imagine, ils sont montés dans le sens inverse. Ce qui fait qu'on peut monter un processeur Intel sur cette carte mère, comme ce petit Celeron 300A, son tour viendra. Mais, du coup, à l'envers. Bon, cela dit, il faut pas le démarrer, hein. C'est pas alimenté de la même manière, c'est l'assurance de faire tout cramer, hein. Bon, trêve de plaisanterie, on va pouvoir rendre sa place à César, bien l'emboîter dans son support pour ne pas qu'il se sauve, connecter le ventirad sur la carte mère en essayant de faire du câble management pas trop dégueu, et voilà. Bon alors là je vous l'avoue, j'ai fait une connerie, mais en connaissance de cause. Je mets une barrette de SDRAM PC100, jusque-là tout va bien, de 512 mégas, en sachant, parce que c'est marqué sur le mode d'emploi de la carte mère, qu'elle n'est pas censée être supportée, et ça va se démontrer en fait. Allez, autour de la ligne maintenant. Histoire d'éviter de cramer ma machine et pour ne pas avoir trop de câbles en goguette, j'ai opté pour une alim en gold de 650 watts, bien plus que nécessaire donc, et surtout modulaire. Je suis le seul à voir ça dans la tête du taureau à l'envers ou bien? Ça va aussi être pour moi l'occasion de vérifier un truc. Peut-on brancher les connecteurs d'alimentation modernes sur des cartes mères anciennes? Spoiler, la réponse est oui. Les détrompeurs sont ok, et du coup, on a un bout du connecteur d'alimentation de la carte mère qui déborde et qui n'est pas connecté, mais ça n'empêche pas le fonctionnement. Quoi qu'il en soit, on monte la IM à sa place, on la fixe comme il faut, et on va s'employer, vu qu'il y a encore de la place pour bosser, à connecter tout ce qui est à l'avant du boîtier, les boutons, les petites lumières, et puis c'est tout. Hein. Car vous vous doutez bien que les connecteurs USB modernes qu'on a là ne vont pas se brancher sur notre vieille carte mère. Bon, donc on retourne dans le manuel, histoire de pas se tuer les yeux sur la carte mère, pour voir comment connecter tout ce petit monde, et... Bon, autant vous dire en conclusion que j'ai un peu les boules moi, hein, parce que j'ai perdu 40 minutes de vidéo à cause d'une carte mémoire pourtant de marque qui m'a lâché en cours de route, donc je vais vous raconter la fin pour la peine. Hein. J'avais fait l'acquisition d'un adaptateur Silverstone pour pouvoir insérer un lecteur de disquette. L'adaptateur ne marche pas, super, on ne peut mettre que des lecteurs optiques dans les emplacements qui donnent sur l'extérieur, et même pas un lecteur 5 pouces 1 quart, hein. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein, j'ai essayé. J'ai monté un lecteur DVD qui m'a obligé à démonter un ventilateur du boîtier, sans quoi pas la place, hein, et un disque dur Seagate Barracuda de 40 Go, tous les deux en PATA, donc avec les nappes. Et j'ai tenté de lancer la machine, qui n'a fonctionné qu'après un nettoyage du connecteur AGP et un remplacement de la mémoire par des barrettes compatibles. Il me reste encore quelques trucs à faire, connecter les ports USB frontaux, en fait ça je l'ai fait, entre le moment où j'ai écrit le script et le moment où je vous fais la vidéo. Silverstone ayant eu donc la bonté de fournir avec le boîtier un adaptateur USB 2 à 9 broches qui était incompatible avec la carte mère. Le coquin de chez Gigabit, sur le coup, il devait avoir un autre petit adaptateur qui permettait de connecter le connecteur 8 broches qu'on voit sur la vidéo sur ces connecteurs 9 broches USB 2. Il me reste aussi à connecter le speaker de la carte mère sur la carte son, vu qu'elle permet de le faire, et puis aussi de connecter le lecteur DVD sur la carte son. Puis je me tâte, hein, on va voir à l'usage, je vais peut-être mettre une carte de décompression MPEG, histoire de pouvoir regarder des DVD, justement, en toute quiétude. Mais bon, il faudra aussi peut-être que j'envisage de penser à installer Windows, mais bon.
Et j'en profite pour vous faire une annonce promesse. Dès que cette chaîne dépassera les 2000 abonnés, j'organiserai un tirage au sort pour gagner cette machine-là. Alors n'hésitez pas à faire passer le mot et puis on en reparle d'ici là quoi. Allez, sur ce, je vous abandonne et je vous dis à la prochaine.